Ah, c'est un compliment. De retour sur le plateau de Zemmour et Leroux. Je rappelle à tous que vous pouvez réagir avec le hashtag ZenTT. Voici Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir Alexis Corbière. Vous connaissez Alain Finkielkraut ? Évidemment. Les garçons ? Non, à peine. Alors, à 600 000 voix près, vous étiez Premier ministre, mais là, vous êtes député. Vous êtes un des héros de la France insoumise. Est-ce que vous êtes le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron ? Parce qu'on a vu récemment, et c'est rare, des images de Jean-Luc Mélenchon dire « Eh bien, je ne comprends pas, on avait un pays qui savait construire une contestation quand des lois aussi furibardes que la loi travail arrivent, et puis finalement, on arrive à mobiliser personne. Emmanuel Macron a le point. » Vous synthétisez tout ça. Oui. Bon, déjà, bonjour à tous. C'est pas ce que nous faisons, c'est pas comme être employé chez McDonald's où il y a le meilleur ouvrier du mois à la fin. Je veux dire, franchement, pas à moi de dire qui est le premier, le meilleur opposant, je sais pas quoi. Il y a différentes oppositions qui existent. La droite, ça existe, l'extrême droite existe, il y a des tas de gens. Nous, on fait le travail, on essaie d'incarner. Après, à vous de juger si on y arrive ou pas. Une opposition populaire, écologique, sociale, qui essaie de sortir d'ailleurs de ce qui a pu exister par le passé, parce qu'il s'est passé un événement considérable à l'occasion de cette élection présidentielle. Il y a un champ politique traditionnel qui a explosé. Je crois que vous n'en prenez pas assez la mesure. Il y a eu des taux d'abstention significatifs à l'occasion des élections législatives. C'est un phénomène politique marquant. Vous savez, moi, il faut avoir de la modestie. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il y a moins de 50% des gens qui sont venus voter. Et encore à Montreuil-Bagnolet, c'était pas le pire. Je crois que j'ai fait le calcul. C'est 20% des gens qui m'ont élu. Et je suis bien élu avec 60% des voix, mais en réel, bon, c'est 20%. Et j'invite à avoir cette modestie que tous les députés l'aient. Et de comprendre que ce qui se passe dans le pays, entre la représentation à l'Assemblée nationale, où j'ai affaire des fois, j'ai l'impression que c'est plus des supporters d'En Marche qui en cadence se lèvent à 310, applaudissant, croyant qu'ils ont une légitimité pour faire les choses. On a un représentant de la France insoumise, La méchanceté, le côté idolâtrie. Non, la contradiction n'est pas forcément méchante. Ou alors, abolissons les débats télévisés et même la vie politique. Mais venant d'un côté idolâtrie. Non, mais pourquoi vous dites ça ? venant d'un représentant de la France insoumise, le reproche dessus. en idolâtrie, je trouve ça comique. Voilà, je vous le dis franchement. Mais je vous laisse poursuivre. Pourquoi ? Parce que je trouve que vous avez vraiment le culte du chef. Ah bon ? À la France Non, mais insoumise. Voilà. Éric Nolot, je vous le dis gentiment. Il faudrait que vous arrêtiez chaque fois la petite méchanceté, le truc. C'est gratuit. Si vous voulez pas, vous ne cessez de le répéter sur tous les réseaux sociaux. Ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien en permanence d'envoyer la petite méchanceté. Moi, Mélenchon, c'est pas mon idole. Pourquoi vous dites ça ? Nous faisons de la politique. J'ai appris d'Alain Finkielkraut de dire ce que je vois. Non, mais je vois bien. Mais c'est pas vous le Je mets bégayez, en vous le application les répétez. leçons de C'est M. obsessionnel chez vous. Tenez-moi. Chaque fois que je viens, je parle, il coupe la parole non, pour mais bim balancer une méchanceté. C'est pas que je coupe la parole. Non mais c'est que... attendez, je vous parle d'un fait politique. Non mais très bien, j'ai compris. Vous ne nous aimez pas, c'est pas grave. C'est pas que je vous mais aime je vous pas, dis mais qu'à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas tourner manège ici. Mais alors Zemmour et Nolot, on n'est pas là pour se Si. taxer. Mais alors, c'est pas que je vous aime pas ou que je vous aime. Alors je m'en arrêtez fous. justement Non, de simplement- faire vous le phénomène de foire qui chaque fois se sent obligé. Non, je veux que vous pensiez ce vous qui se dites passe. l'idolâtrie. Je n'ai pas d'idolâtrie. Ne vous en déplaise. Mélenchon n'est Je pas veux mon que vous idole. cessiez de Arrêtez de diluer répéter dans ça. la langue de bois et Non, que vous donc- pensiez ce qui se donc- passe. Voilà. Oui, mais Pensez pardon, ce qui se passe. Moi, je peux vous dire ce qui se passe. Non mais Pourquoi soyez modeste. Non, mais moi, je peux. De mon point de vue, c'est Mais je suis en simplement train de- mon point de Bon, vue. C'est bref. un point de vue modeste. Je perds du temps. Non, je vous dis que la France insoumise marque le pas. Demandez-vous pourquoi. Attendez, alors, autre discussion, mais ça, attendez, Non, c'est mais pas parce que demandez-moi. vous êtes le maître des lieux que vous avez le droit, quand elle me pose une question, de revenir par un autre continuez débat. alors, dites-moi. Donc, on débat d'une chose, d'accord, qui est, me semble-t-il, ce phénomène politique important. Vous avez un pays, me semble-t-il, dans lequel la crise, ce bouillonnement politique que j'ai vu pendant la campagne présidentielle, cette colère qui existe, n'est pas réglée par le sort de cette élection. Je le crois. Je regrette que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas été élu, Emmanuel Macron est élu, mais la politique qu'il mène ne va pas stabiliser, si je puis dire, la situation du pays. Ça, c'est petit 1. D'accord ? On Donc n'interrompt nous pas. là-dedans, nous travaillons à ça. On a fait une manifestation, mais il y a un contexte idéologique, les gens sont sous la pression de beaucoup de choses, et il est évident que c'est difficile de mobiliser. C'est ce que dit Jean-Luc. On va pas mentir. Je suis pas un gauchiste qui va expliquer que la semaine prochaine, on va avoir une grève générale. C'est plus compliqué que ça. Mais on travaille à ça. On fait le boulot. Moi, je suis député, on dépose des amendements, on a le droit de pas être d'accord. Éric Nolot a le droit de me critiquer, il n'y a pas de problème. dirait pas. Mais jugez-nous. Non, c'est pas ça que je vous dis, Éric. Ce que je vous reproche, c'est que, par exemple, on a fait un contre-budget la semaine dernière. Peut-être qu'il est nul, mais discutons de ça. Arrêtons de faire du bruit, y compris parfois autour, je vais le dire, de la psychologisation de Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Il est fatigué. Ça me rappelle les pays de l'Est. Les opposants, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils sont fatigués. J'ai Ils rien sont dit, moi. déprimés. Non, mais J'ai je dit parle pas qu'il de vous, était mais déprimé, de certains organes de presse. Et j'ai des journalistes qui viennent me voir et qui me disent comment va Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il va bien ? On a l'impression, tu sais, qu'on
des types avec des blouses blanches vont dire l'accompagner. Non, mais voilà, on va hospitaliser les opposants qui, bien sûr. Alors, Non, mais Zemmour, écoutez, Éric puis Nolot, Alain c'était la Finkielkraut. une de certains jours. Oui, mais moi, c'est pas moi. Non, mais je parle pas que de vous, Éric Voilà. Nolot. Je vous assure, J'ai cru que vous adressiez à moi, excusez-moi. Excusez-moi. vous n'êtes pas mon obsession. Non, mais il y a, je pense là, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous avez tout à fait raison, il y a eu un ébranlement politique. Les deux grands partis sont moribonds. Il y en a un qui est mort et l'autre qui est en voie de vraiment les derniers mots, les derniers mois et les derniers sacrements. Donc, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans les premiers mois d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous avez incarné, c'était ça la question. Et pourquoi vous avez incarné? Parce qu'il est venu sur le terrain économique et social, c'est-à-dire votre terrain. Et donc, évidemment, vous avez joué à un jeu de rôle avec l'opposition, le libéral contre l'antilibéral, etc. Ça vous allait très bien. Sauf qu'il y a eu deux choses. D'abord, les Français n'ont absolument pas suivi. Deuxièmement, peut-être que vous devriez vous poser... Ils n'ont pas suivi quoi? Ils ne vous ont pas suivi, vous, dans la grande manif. Vous n'avez pas refait 95, quoi, soyons clairs. Oui, mais La attendez. manif Vous n'avez sur pas les refait le Champs-Élysées, grand on l'a pas mouvement vu. social Oui, qui enfin, arrête le pouvoir. Est-ce Comme qu'il y en a une 95 force dans avec ce pays Juppé. qui est en capacité? Ok, on a tous les défauts du monde. Non, mais Est-ce vous n'avez qu'une pas de force défauts. est en capacité de mettre autant de gens que ce qu'on l'a fait le 23 Mais je ne septembre? dis pas que vous avez des défauts, D'accord, merci. Corbière. Non, mais vous dites que le peuple n'a pas suivi. Non, le peuple n'a pas suivi. Non, mais Vous ça, n'avez pas fait ça, c'est du 95. métadiscours. Vous n'en savez rien, il n'y a pas d'élection, y compris des sondages. Est-ce qu'en 95, il y avait une élection? Non. Alors- Et pourtant, Ah non, il y a eu la réforme Juppé a été arrêtée par un mouvement Zemmour, est-ce que social. vous aviez une question? Bon, alors c'est tout. Vous aviez Donc une je question. finis. Oui, oui, finissez. Donc je pense que le combat, l'économique et social, les gens n'ont pas suivi. Vous avez fait un jeu de rôle, je répète. Sauf que Jeu de rôle, là, c'est- vous avez compris. Bon. Sauf que, si vous voulez, là, j'ai le sentiment aujourd'hui que vous êtes complètement en porte-à-faux, qu'il y a une nouvelle guerre qui se propage, et moi ça ne m'étonne pas, puisque je l'attendais, c'est-à-dire que vous avez eu toutes les polémiques autour de vos camarades députés, Daniel Obono, avec toutes ces petites phrases, vous avez maintenant la polémique Ramadan, avec l'alliance entre Plenel et Ramadan contre Ça Charles. n'a rien à voir avec Ça a moi. tout à voir. Vous êtes un élu, je vous rappelle qu'un de vos députés, Clémentine Autain, a fait un meeting avec Ramadan. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pardon, je vous arrête là-dessus. Au régional. Je vous arrête à la- là-dessus. Je vous arrête là-dessus. Clémentine Autain serait de bon droit, par exemple, de vous attaquer en justice là-dessus. Elle n'a jamais. Non, mais voilà, ça, c'est les trucs, tu sais, du journaliste un peu. Pardon, Éric, en plus, vous n'êtes pas comme ça d'ordinaire, un peu feignant, qui n'a pas bossé et qui répète. c'est vrai, il est pas Non, mais, comme ça. Je veux dire, je sais pas que je défends Clémentine Autain sur tout ce qu'elle a pu faire. Bon, d'accord. même si je la défends, mais. Ah bon. Donc, je vous veux dites que c'est faux. Elle n'a jamais fait un meeting. Incroyable. Ah bon, alors, autant pour moi. Incroyable, vous Alors, répétez je- ça. Alors, Non, mais excusez-moi. Elle n'a jamais Alors, fait un c'est le meeting. cas, Et excusez-moi. vous avoir avez- l'avis de Monsieur Finkielkraut. Un journaliste Alors, excusez-moi, sérieux. si c'est le cas, Non, mais excusez-moi. un peu Messieurs, discuter plein de messieurs. choses. On va Non, mais d'accord. Un avis extérieur, Non, là. mais attendez. Ah non, Enfin, bon, parce que bref. vous êtes élu de évidemment. Seine-Saint-Denis. Il y a un avis finis. Oui. Ouais. Après, je laisse parler. C'est de l'eau, Pardonnez-moi ça, si c'est pour je peux de l'eau. l'avoir ou C'est je de garde l'eau. le mug après Vous pouvez garder le mug, mais Je c'est suis désolé si je me suis trompé, pardonnez-moi. Je vérifierai après. Mais c'est pas secondaire dans tous les Non, débats. non, c'est pas D'abord, secondaire. il y a la fantasme. Parce que Enfin, vous on avez, se non mais retrouve vous avez un très vrai bien. sujet. Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis. Oui. Donc vous êtes élu d'une population Bien sûr. particulière, donc qui est en plein. Mais oui, mais Allez-y, oui. dis-toi, mais c'est quoi oui, une mais population oui. C'est la Vous êtes- France, hein, Non, d'accord. c'est la France. Ça dépend. hein. d'accord. Non, La ça seule dépend, chose, ça c'est dépend qu'on dans va quel faire quartier, laisser la parole à etc. Monsieur Finkielkraut, Non, non, mais parce que c'est un vrai Ah, mais sujet. Zemmour, Où est-ce que vous Allons-y, situez Où est-ce que vous vous situez dans cette bataille entre les deux gauches, entre Plenel et Charlie Hebdo, Voilà. entre Valls et Plenel? Ah bah, faire Où ça. est-ce que vous vous situez entre Valls et Mélenchon? Quand Mélenchon traite Valls... Où est-ce que je me situe entre Valls et Non, non, Mélenchon non. Quand Ça- Mélenchon, qu'est-ce que vous pensez quand Mélenchon traite Valls de droite israélienne? Là, il l'a pas dit non plus. Non, il n'a pas dit ça Ah, comme ça. non. Ah, Il il a a pas dit, il a dit c'est un allié de l'extrême droite. Oui, il a Oui. dans Et ça, sa on a- coïncidence avec l'extrême droite Ça veut, israélienne. vous savez ce que ça veut dire, Corbière? Ça veut dire que c'est l'homme des Juifs. Sur les réseaux sociaux, ça veut Est-ce dire qu'on ça. a le droit- Avec vos électeurs de Seine-Saint-Denis. Arrêtez, voilà. Voilà, maintenant à vous de parler. Non, mais est-ce que vous, ça vous trouble pas que moi, vous savez, en Israël, il y a des gens qui sont pour la paix, des gens de gauche, qui sont pour le dialogue, notamment, et qui en ont assez. Attendez, moi je parle Et- pas d'Israël, moi. Alors, non, non, je non, parle de la ah bon, France. bah, moi. vous Non, parlez pas de c'est quoi, Mélenchon qui parle Mais d'Israël. est-ce c'est qu'on pas a moi. le droit de considérer bizarre que quand un Premier ministre, M. Valls, un ex-Premier ministre, va dans un pays étranger, il rencontre des gens d'extrême droite? Non, mais D'accord. qui veut Alain Non, Finkielkraut. Et en oui, l'occurrence, non, mais- en quoi non, c'est mais- le oui, sujet? en l'occurrence, Non, En mais quoi ça, c'est le sujet? parce que Il parle ça- de laïcité en France et l'autre Oui, bah il parle de justement, la il parle d'extrême de droite laïcité. israélienne. Beaucoup de gens font des leçons de laïcité, mais quand ils vont dans certains pays, ils vont voir des ultra-fanatiques. Quel rapport? C'est pas un Bah, pays c'est- laïque, Israël. Eric, Eric, De quoi vous vous mêlez? Messieurs, C'est un point de vue extérieur. Merci, Bien Eric. sûr, c'est un pays Non, laïque. Un point pas de au vue- sens C'est un pays- français. C'est pas au sens français, Voilà. mais c'est Bah, un enfin, pays on peut laïque. voir Votre point de vue Mais de parlons- philo- de Non, mais philosophe. vous m'avez pas Allez. répondu, Corbière. Parlons Il des y a deux quand gauches. même un- Voilà, la question. voilà. Je pense que- Laisse parler Finkielkraut. Je pense que, en effet, la France insoumise se place
sur le terrain économique, d'ailleurs comme Emmanuel Macron, avec cette idée que l'économie est déterminante en dernière instance. La vision économique du monde, Macron en conclut que en liquidant les statuts trop contraignants, eh bien, on rendra l'espoir aux banlieues et on en finira avec l'islamisme et le terrorisme. C'est une erreur, me semble-t-il, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas tant une crise économique, même si je ne sous-estime pas ces problèmes, c'est une crise civilisationnelle, c'est un choc civilisationnel. Et sur ce terrain-là, je m'inquiète des positions de la France insoumise, notamment au moment où Jean-Luc Mélenchon et vous croyez avoir le point, puisque l'espoir porté par Jean-Luc Mélenchon, quand il disait 1 million de personnes vont déferler aux Champs-Élysées, c'était la convergence des luttes. C'est-à-dire d'un côté les opposants à la loi travail et ensuite les étudiants dont on espérait qu'ils allaient descendre dans la rue quand on agiterait le spectre de la sélection, mot honni aujourd'hui, alors que c'est un concept de gauche, la sélection. Et la sélection, c'était fait pour éviter la cooptation, la reproduction sociale, relisez Marc Bloch, et puis aussi les banlieues. Voilà, les banlieues, c'est-à-dire, vous avez quand même joué, me semble-t-il, la carte de l'empilement des clientèles. Alors que je pense, moi, avec Georges Bensoussan, que l'heure est à la reconquête des territoires perdus de la République. Vous êtes un élu de Seine-Saint-Denis, il ne faut manifester aucune complaisance, affirmer un certain nombre de règles, celle de la laïcité, revendiquer un certain héritage. J'ai trop de respect pour vous, parce que je vous respecte. Vous l'avez dit vous-même que la question du voile aujourd'hui devait être repensée. Non, vous l'avez dit, ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah bah, écoutez, non mais travaillez, c'est vous. Non mais moi je travaille. Non mais moi je n'ai jamais dit ça. Par ailleurs. Vous avez dit. Non mais je ne sais pas. Vous voyez, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je vais vous faire un cadeau. Ça c'est le livret laïcité qu'on discute sur la base de ce que nous écrivons. Moi, je vois bien qu'il y a, et vous l'avez bien décrit la séquence. Enfin, quand on parle social, on a fait. Attends, je vais vous répondre. Enfin, du moins, je vais essayer. Quand on parle social, là, on marque le point. Mais j'ai bien compris que depuis la rentrée, il s'est passé quelque chose. Et même, je vais vous dire, je vais être complotiste une seconde. J'ai bien vu comment un homme comme Bruno Roger Petit, sitôt qu'il a pris la communication présidentielle et qu'il a resserré les boulons, pardon, non, mais quelque part peut-être. Il est allé à la soupe, c'est ce qu'on lui dit. Non, on a compris. En l'occurrence, il n'est pas allé à la soupe parce que Bruno Roger Petit. Non, parce qu'il pense vraiment ça. Il pense vraiment ça. Et ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il faisait l'éditocrate indépendant et au moins, je préfère ça. Je lui en veux pas. Et que on s'est occupé de nous depuis le mois de septembre. Indiscutablement. Non, mais je vais vous le dire. Ça, c'est de la parano. Bien sûr, c'est de la parano, bien sûr. La parano. Et on a cherché à mettre dans des thèmes qui sont plus des thèmes sociaux, mais qui sont des thèmes de division en permanence. Enfin, Mais c'est Emmanuel Macron qui vous en ça permet de dire, au bout d'un moment, qu'on ne parle plus de ce que nous proposons, mais on fait du bruit. Pardon. Typiquement, Zemmour, un des meilleurs journalistes de Paris, dit il y a des meetings communs avec Clémentine Autain. C'est pas vrai. Monsieur Finkielkraut m'attribue des Daniel propos. Bruno, elle n'a pas dit ce qu'elle a dit. Enfin, écoutez. Alors de quoi pas. Non mais dites-moi des choses précises. Il n'a pas parlé de l'extrême droite Qui c'est qui a commencé? Alors, Jean-Luc Mais Mélenchon. qui c'est qui commence, y compris, allez, puisque vous évoquez, c'est Manuel Valls qui commence, qui sort de sa boîte. Le type était totalement hors jeu. Comment il remonte sur le cheval en faisant une interview chez Bourdin un matin et en disant que nous sommes complices avec l'islamo-gauchisme et même le terrorisme islamiste. Non mais le gars il dit ça. C'est-à-dire que des députés, 17 députés seraient complices avec les assassins qui ont frappé la France. Parce que vous avez défendu Obono. Mais attendez, on va parler de choses sérieuses. Charlie Hebdo, vous avez défendu Obono, vous avez donné des versions. Non, mais attendez, arrêtez. Charlie Hebdo, point de départ. Moi, je ne veux pas faire parler les morts. Mais Cabu, Charles, c'était nos copains. Ils soutenaient Mélenchon. Et quand ils sont morts, alors je n'accepte pas que M. Valls arrive en disant qu'on serait complice de ceux qui ont assassiné un courant de pensée, un journal d'une caricature qui faisait partie au sens large de ce qui est. On va parler simplement. Non mais bon, on va parler simplement. Écoutez-moi, une question simple, parce que moi, vous voyez, je le prends avec passion parce que quand on nous critique sur ce que nous disons, sur ce que nous proposons, sur notre contre budget, sur ce que nous disons sur la laïcité, on a plein de défauts sans aucun doute. Mais on voit bien il y a un bruit qui se fait. Non, on ne peut plus parler. Vous voyez, c'est très intéressant votre analyse, parce que moi, je fais l'analyse exactement inverse. J'ai bien compris. Moi, je pense que pendant la présidentielle, on a occulté les problèmes identitaires et que maintenant, ils ressortent. Que vous en avez profité avec l'économisme ambiant. Mais moi, je vais vous poser... Attendez, non, parce que vous venez de dire le contraire. Non, je vais vous dire... Attendez, non. Je vais vous poser une question simple. Non, parce qu'il y a quelque chose qui se passe depuis quelques jours qui est absolument édifiant. Oui. Les manifestations d'élus à Clichy-sous-Bois
contre les manifs de rue musulmanes. Les prières. Les prières Les de prières de rue. Vous voyez, c'est intéressant parce que pour moi, c'est de la politique. Donc voilà pourquoi on l'a vrai que manif de rue. Les prières de rue. Allez, ça vous plaît. Non, ça me plaît pas, Corbière. Non, ça me plaît pas. Non, pour moi, ça me plaît pas si, parce ça- que c'est on va pas le c'est créer. une occupation du territoire français. Moi, je suis pas pour les prières Alors, de vous rue. êtes dans quel camp? Je ne fais- Non, mais vous êtes dans quel camp? Vous êtes avec les gens qui chantent la Marseillaise et qui disent c'est un scandale, l'espace public ne doit pas occupé par les prières de rue? Ou est-ce que vous êtes avec... la bande de Gus avec des écharpes qui sont allés bousculer. Ça s'appelle des élus de la République, non, attendez. comme vous, Corbière. D'accord, Excusez-moi, ok. moi je Vous respecte les élus de la répondez République. ensuite. Ouais. Ou alors est-ce que vous êtes avec ça, les gens... Avec les gens qui prient dans la rue Il faut pas. Je suis et contre qui, les avec, prières. qui attaquent en Je plus suis, les Arrête la élus. question. je laisse suis répondre. contre les prières de rue, évidemment. Non. Je veux dire, je l'étais quand c'était le cas dans le 18e arrondissement. Seulement, il faut régler le problème, pas avec des provocations qui n'amènent rien. Non, mais je vous le dis clairement, mais je suis contre voyons, les prières de rue. voyons. De la même façon que je suis pour une laïcité exigeante, je suis pas pour qu'il y ait des prières de rue. Quand il y avait eu un débat au niveau parisien, j'étais contre l'Institut des cultures d'islam, par exemple, si vous aviez suivi, Eh ben, qui était soi-disant la réponse de Daniel Vaillant, parce Éric- que c'était un mélange du culturel et du cultuel. Mes positions là-dessus sont connues. Il a été- de la même façon. ils ont été condamnés par la Oui, justice. donc j'avais raison. De la Et même moi façon aussi, je que, l'ai par exemple, contre. je trouve choquant, allez, vous allez dire que je change de sujet, que Monsieur le Président de la République va prochainement aller au Vatican pour devenir chanoine de Latran. Quel Je trouve rapport que sur le fait que la laïcité, il faut Mais pas... ça que- n'a aucun rapport, il est chanoine de Latran Si, si, depuis si. le XIIe Ouais, siècle. Oui, mais non. Rappelez-vous, il y a eu la République entre-temps, je sais Et pas si vous êtes alors au courant. Et justement, alors, la République on n'est a pas repris obligé- ça. Alors, mais revenons à des questions. Par exemple, sur la question de l'identité. En venant, je vous ai dit, tiens, ça pourrait être bien qu'on parle du fait qu'il y a 2 jours, j'ai fait venir Stéphane Bern à Montreuil pour visiter un musée. Pour vous dire que c'est... Nous, la question de l'identité, on en parle. Moi, je suis pour un récit national. J'ai pas de problème, Éric. Je sais, Et vous le je savez, sais. on en a parlé Je sais, on en souvent. a parlé. Moi, je pense qu'il faut transmettre l'histoire de France dans sa globalité, C'était pas dans ma sa question. richesse. Et que nous avons un problème, d'un point de vue idéologique, sur la manière dont se transmet l'histoire de ce pays. Il y a des images derrière. C'est qu'aujourd'hui, les grands émetteurs de transmission de l'histoire, notamment, et notamment des émissions portées par Stéphane Bern, ont un regard sur l'histoire de France qui est déformé, amputé, et qui oublie notamment toute l'histoire populaire, sociale de France. Et que ça fait partie aussi de notre histoire. Moi, je suis L'histoire pas en désaccord du avec vous mouvement là-dessus. ouvrier au sens large. Est-ce que je suis en désaccord avec Non, vous mais là-dessus? ce que je veux dire, Et vous c'est que... répondez pas à ma question. Si, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'en gros, ce qui était un des grands impensés, et même vous, Monsieur Finkielkraut, de la campagne, c'est qu'on ferait que de l'économique Oui. et du social. J'affirme ici que nous avons aussi un discours idéologique qui a la République pour horizon dans son sens large. Et c'est pas vrai que c'est seulement avec l'augmentation des salaires que tu mobilises les gens, mais aussi avec le type de société que tu proposes. Alain Et plus que jamais, vous le voulez type de réagir. société qu'il faut proposer, Puis Éric c'est la Nolot. République sociale, laïque, et que nous sommes un grand mouvement laïque, tout le monde le sait, et, hormis ceux qui veulent entretenir réponse des était polémiques. Hormis et certains Attends, députés de Alain France Insoumise qui ne le Finkielkraut, savent pas. Non, c'est pas Attends, vrai. Alain Pardon. Finkielkraut, s'il vous plaît. Jacques Julliard, dans son dernier livre, prend acte, Le sens du peuple, je crois que ça s'appelle, je crois que c'est son titre, prend acte du divorce entre une grande partie du peuple et la gauche. Une gauche qui aurait abandonné, selon lui, et je suis d'accord avec son diagnostic, le thème de la laïcité, le thème de la sécurité, le thème de la nation et le thème de la République. Et moi, ce que je regrette infiniment aujourd'hui, c'est de voir que le seul parti qui prenne en charge ce que Christophe Guilluy puis Laurent Bouvet ont appelé l'insécurité culturelle, c'est le Front National. Quand un parti de droite brandit ce thème, il est accusé aussitôt de l'eupénisation. C'est ce qui arrive à Laurent Wauquiez aujourd'hui. Mais là, sauf que vous avez zappé. Enfin, vous parlez de nation, sécurité, laïcité, on peut en discuter. Et vous introduisez après un concept dont on peut discuter, qui est celui de l'insécurité. Oui, mais je culturelle, pense que... qui peut faire débat, mais qui n'est pas la même chose. Je pense Moi, que si. je n'abandonne pas, monsieur, la nation. Je Je pense n'abandonne que- pas la République. je- Je n'abandonne pas la laïcité. Je pense que cette Et après, insécurité... vous parlez d'un autre sujet Non, qui c'est est le que- même. Ah, Pour bah, moi, oui, c'est d'accord. absolument le même. Et c'est et votre mon affaire. idée, C'est pas mon le idée, mon rêve, mon souhait le plus cher, c'est que toutes les formations politiques françaises se saisissent, chacune à sa façon, chacune avec sa tonalité, de ce problème, de cette inquiétude. Parce que la non-prise en compte de l'insécurité culturelle ressemble en fait et la nouvelle forme du mépris de classe. Attendez, je vais vous dire une Parce chose. qu'il peut y avoir un mépris de Le classe de traité gauche CETA, qui est le mépris le des traité- bobos pour, ok, pour le périphérique et pour le périurbain. le Et c'est traité- à cela qu'on Vous entendez ce qu'il assiste dit Le traité aujourd'hui. CETA est une menace contre notre identité Mais je suis culturelle. d'accord. Je dis ça pour vous provoquer. Eh ben, on est d'accord. non, On est d'accord. non, mais oui, mais Pourquoi alors- on n'est pas en désaccord avec ça? je suis d'accord avec vous. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de dire très bien, j'ai beaucoup d'honneur à être à côté de vous, mais pardon, vous ne parlez pas de moi quand vous dites ça. Vous ne parlez pas de la France insoumise. Mais il vous fait une suggestion.
Non, mais préempter ces pourquoi thèmes. je réagis? C'est que je vois bien au bout d'un moment, il y a une discussion furieuse, et d'ailleurs j'ai tort, il faut qu'on discute calmement, mais il y a une discussion furieuse au bout d'un moment, je le répète, où il y a toute une série de bruits, on ne sait plus très bien de quoi on parle, pour en quelque sorte affaiblir la parole de la France insoumise. Nous portons des idées, si. Ça, c'est de la paranoïa cordière. Alors, il y a des faits. Il y a des faits, c'est qu'il y a des élus France insoumise qui ont pris des positions qu'on rapproche d'une ligne islamo-gauchiste. Vous ne pouvez pas le nier. Et deuxièmement... Si, je le nie. Non, Daniela Bono, elle ne veut pas dire vive la France. Obono, pardon. Pourquoi vous dites qu'elle ne veut pas dire vive la France? Parce qu'elle est à la télévision, ça je l'ai vu. On lui dit les rappeurs crachent sur la France. Elle dit c'est la liberté d'expression. Oui. Et après on lui dit est-ce que vous voulez dire la France? Elle dit mais pourquoi vous voulez dire que les vive la France? Non, elle ne veut pas. Est-ce que je peux poser une question? Moi, est-ce que j'ai fait des m'autoriser? Parce que je sais que c'est vous qui autorisez la parole. Non, mais vous autorisez la parole. Est-ce que vous m'autorisez un jour à parler? Moi, j'y vais et après, si c'est vous, non, attendez. Bon, allez, les amis. Mais vous voulez qu'on fasse le calcul des temps de parole? Je vous ai laissé parler tout votre sou. C'est la moindre des choses, vous m'invitez. Oui, je sais bien. Ils le font au début. Ils le font au début de l'émission. Non, mais donc je laisse dire ça. Non, allez-y. Répondez. Allez-y. Non, monsieur Nolot, je vous en prie. Vous avez déjà eu ce débat 3 fois, là. Sur est-ce que la France insoumise a dit ça? Vous dites non, il dit oui, on vérifiera. Non, mais là, il donne des faits. Pour la première fois, il y a des faits. Mais enfin, allez, c'est votre parole qui est passionnante. Je vous écoute. Allez, Nolot. J'estime que je peux avoir 10% de la parole dans cette émission. Est-ce que c'est trop? Mais vous l'avez largement. Allez. Et moi, je voudrais vous interroger sur le macronisme. Parce que dans votre livre, vous dites qu'il faut penser... Oui, vous, dans votre livre, vous dites, Alain Finkielkraut, qu'il faut penser la France d'aujourd'hui à nouveaux frais, peut-être en abolissant les catégories de droite et de gauche, en tout cas en les redéfinissant. C'est ce que propose Macron. Et dans le débat qu'on a, toutes les crispations identitaires, sécuritaires que vous évoquez, Macron fait le pari de les dépasser via l'économisme pur. Il pense que la prospérité retrouvée et le fait que tout le monde puisse créer sa start-up fera que ces problèmes seront évacués d'eux-mêmes. Voilà. Donc vous n'y croyez pas, si je comprends bien. Non, je n'y crois pas. Il dit qu'il veut remplacer le vieux clivage droite-gauche par le clivage progressiste-conservateur, les conservateurs attachés fébrilement au passé et les progressistes qui embrassent la modernité. Je pense que l'étreinte de la modernité doit être un peu desserrée. D'ailleurs, Macron n'est pas complètement macronien, parce que Jean-Michel Blanquer défend une idée conservatrice de l'école, et l'école ne peut être autre chose que conservatrice. Elle introduit les enfants dans un monde plus vieux qu'eux, et comme dit Peggy, qui n'a pas de veille ne peut avoir de lendemain. L'école nous donne une veille, l'école nous donne un passé. Blanquer le dit. Nicolas Hulot, dont vous avez parlé tout à l'heure, s'oppose à la bétonisation généralisée. Et la bétonisation, c'est une des figures actuelles du progrès. Donc, fort heureusement, Macron n'est pas complètement macronien, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'imposer des limites à un certain nombre de processus en cours extrêmement dangereux. Et ce que je préconise, moi, pour ma part, c'est une écologie générale, non pas seulement sauver la terre, mais les meubles, c'est-à-dire la beauté du monde, la langue et notamment la culture. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je rejoins quelques-uns des thèmes de la France insoumise. J'ai eu, je l'ai dit, un jour un déjeuner avec Jean-Luc Mélenchon qui ne s'est pas mal passé, et nous sommes tombés d'accord pour aller ensemble à la faire visiter, une visite militante, la ferme des 1000 vaches. Cette horreur qu'est effectivement l'élevage industriel, c'est-à-dire en réalité la production animale. Je ne veux pas que les vaches disparaissent des prés. Elles font partie de notre patrimoine, les vaches. Et l'élevage paysan doit être à tout prix préservé. Donc c'est cette préservation à laquelle je pense personnellement, parce que je ne crois pas que la révolution soit la locomotive de l'histoire. Je pense, avec Benjamin, que c'est plutôt la main de l'espèce humaine qui tire le signal d'alarme dans le train de l'histoire. À l'intérieur du train de l'histoire, fourvoyer dans la mauvaise direction. Je me perçois moi-même comme un lanceur d'alerte, et quand c'est la France insoumise qui aussi tire le signal d'alarme, eh bien, je suis d'accord avec elle. Mais elle ne le fait pas tout le temps, hélas. Elle ne le fait pas tout le temps, hélas. Inespéré. Et parce que cette vision économique du monde, je crois que elle la partage sous un autre angle, avec d'autres solutions. Elle la partage avec Emmanuel Macron, et pour notre malheur.
Votre réagir. mot de conclusion, ouais. Non, que c'est l'ultralibéralisme qui détruit effectivement ce qui constitue les fondements de ce pays, que ce soit déjà l'expression de la souveraineté nationale, c'est important, le fait que c'est le peuple qui décide et pas une poignée d'ultra-riches, d'oligarques, auxquels souvent des hommes politiques et des femmes politiques sont au service direct, qui doit nous poser quand même un problème. Et donc effectivement, à partir de là, ça détruit beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, un combat politique est un combat qui doit être bien sûr sur le terrain économique et social, comme on l'a dit, mais aussi sur le terrain idéologique. C'est une évidence que nous avons un type de société à proposer qui s'émancipe d'ailleurs des défaites du passé. Observez que nous n'avons pas utilisé le mot gauche pendant la campagne présidentielle. Nous nous sommes adressés au plus grand nombre. Il y a dans ce pays beaucoup de gens qui ne se positionnent plus comme avant et auxquels je veux parler en disant, pardon, même si j'ai beaucoup d'accord avec Alain Finkielkraut, mais tout de même, entendons ce qu'il dit, que l'exigence écologique aujourd'hui, le type de... le système productiviste, la manière dont notre modèle agricole qui constituait, pour ce qui est de la France, quelque chose de fondamental, est remis en cause par ce modèle ultralibéral. Bon, tout ça on peut amener à ce qu'on se retrouve dans ce combat, en gardant quand même une idée, là c'est le petit coup de pied Alan à Éric Zemmour, que moi je suis pour la nation civique, pas la nation ethnique. La nation civique, sur la base de la promesse d'égalité, peut rassembler. Et à partir de là, nous avons des adversaires sur le terrain de la nation civique, y compris des illuminés religieux, qui veulent aujourd'hui, pour toute une série de raisons, notamment des bouleversements géopolitiques qui ont eu lieu suite à des guerres stupides, qui ont eu des conséquences. On peut discuter de tout ça, mais il faut garder le cap de la République laïque, sociale et du peuple civique. Et là-dessus, je ne lâcherai pas sur le fait que ce n'est pas la réponse identitaire qui va solutionner la crise. Votre République civique, elle n'est pas hors sol. Votre République civique, elle naît dans un peuple qui a 1000 ans de christianisme derrière lui. Sinon, elle ne naît pas. Éric, on ne peut pas repartir du baptême il n'y a de pas de Pépin. République civique. Mais on réinvitera Corbière. Oui, on balance ça en fin d'émission. Le bouquet de l'âne, moi, je le rends. Non, la France est laïque. Non, mais ça, c'est passionnant. Bien sûr qu'il y a une histoire catholique. Bien sûr qu'il n'y a pas de laïcité sans le catholicisme. Parce que dans les autres pays où il n'y a pas de catholicisme, il n'y a pas de laïcité. Ce qui fait sens, c'est la rupture, c'est pas la continuité. Non, c'est la continuité qui fait sens. Non, mais ça, alors ça, c'est un vrai désaccord. Éric, on refera le débat, si vous voulez bien. Là, on a ce qu'on a répété en permanence pour dire qu'on va faire vivre la France laïque, c'est qu'on a 1000 ans d'histoire chrétienne, ce qui est une réalité. On va empêcher, ça ne rime à rien. Non, ça rime parce que la particularité de la France, c'est qu'on n'a jamais eu... Beaucoup de nos concitoyens sont juifs, beaucoup de nos concitoyens sont protestants. Et je rappelle que de tous les pays du monde, nous sommes le pays où il y a le plus de gens qui ne sont pas croyants. Et donc, vous voulez mettre la question de la religion... Ouais, mais c'est un sujet... Alexis Corbière, mais on le fera quand vous voulez. À propos d'oligarques, est-ce que Raquel Garrido a bien fait de quitter la France insoumise? Quel est le rapport entre l'oligarchie... Non, parce que... Non, je sais pas. C'est pas moi, là. Mais non, mais le rapport, c'est Vincent Bolloré. Parce qu'elle travaille... Et vous, qui c'est qui finance? D'accord, ouais. Ah non, mais nous... Ce bon Vincent, je mangeais encore chez lui hier soir. C'est l'actualité de la France insoumise cette semaine. Non, mais c'est ce que fait Raquel, c'est tout simple. C'est que le temps de parole qu'elle avait dans cette émission, qui est une émission populaire, était décompté, selon le CSA, sur le temps de la France insoumise. Une discussion qu'elle a eu avec la production, même si formellement l'équipe d'orateurs nationaux de la campagne présidentielle n'existait plus vraiment, Raquel n'en faisait plus partie, tout ce que vous voulez. Bon, le CSA, il applique des règles. Moi, je ne vais pas discuter. Il disait non, Garrido, c'est France insoumise, à moins qu'elle fasse une déclaration disant clairement, j'ai plus de responsabilité là-dedans et je prends les distances comme elle l'a fait. Donc, pourquoi pas le contraire? Elle le fait. Non, mais pourquoi pas le contraire? Elle aurait pu faire le contraire. Elle aurait pu faire le contraire. Raquel n'a jamais été élue, jamais touché d'argent. Elle aurait pu faire le contraire. Elle le dit, elle explique, elle dit en même temps. Chroniqueuse, il y en a des chroniqueurs un peu de notre grande famille, il n'y en a pas beaucoup dans les médias. Il y a beaucoup d'autres, Raquel, je reprends son expression, dans la France insoumise. Je trouve ça plutôt élégant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord. Elle a le droit. Non, mais j'ai envie de dire une chose. Je veux dire, Raquel, elle nous a beaucoup apporté sur plein de débats qu'elle avait portés, la 6ème République, elle a fait un bouquin là-dessus. Beaucoup de journalistes ont parlé d'elle. Aucun n'a ouvert seulement les livres. Ah si, nous on l'avait reçu ici, c'était un débat. Non, mais attendez, pour quelle raison, moi, quelque part, avec Zemmour, on s'engueule, mais quand même, je le classe un peu à part, c'est que, en général, il bosse malgré tous les sujets. Ah non, mais là, Clémentine, non, je disais le contraire tout à l'heure. Non, mais je fais ma culpa si je me suis trompé. Non, mais la moyenne. Passons. Mais j'ai été terrifié de voir de quelle manière il y avait parfois une obsession Garrido de la part de gens qui racontaient tout et n'importe quoi. Le Canard enchaîné 2 fois a dit qu'elle était députée, etc. Raquel n'est pas députée. Il s'avère qu'en plus, si elle ne s'est pas présentée à la candidature, c'est accessoirement pour m'aider à moi aussi. Donc c'est quand même... Je veux dire, on pourrait parler d'une caricature et d'une évolution du métier de journaliste qui, moi, me semble un peu délirante. Entre le métier de journaliste de presse, qui prend le temps de vérifier des infos, et le type qui fait des sites, des machins, qui n'écrit qu'un article volontairement méchant, avec en plus derrière, sans doute, le directeur, le gars qui s'occupe de la rédac, qui met un titre encore plus méchant que son article, avec des infos non vérifiées, on devient dingue. Je le dis à tout le monde, on va devenir dingue. Parce qu'au bout d'un moment, tu as des bruits, des buzz, dont le but, c'est de blesser les gens. Vous êtes énervé, hein, vous non, mais je le dis pour en discuter...
j'invite la profession à s'interroger. Parce que si c'est ça le ton général qui est donné, si c'est le système, je le mets entre guillemets, putaclic, qui domine tout, c'est la mort de la presse qui est indispensable malgré tout à une république démocratique. Donc je défends le métier de journaliste, mais j'invite chacun à réfléchir sur dernièrement, là évidemment, sur de quelle manière souvent des inventions de polémique France Insoumise avaient lieu, avec des titres totalement dingues, des infos non vérifiées, et j'ai peur que ce ne soit pas fini. Voilà. Bien, écoutez messieurs, merci d'être passés sur ce plateau, mais vous restez avec garde nous. le mug, moi. Vous restez. Gardez le meuble. Le mug. Je vais me faire engueuler si je le ramène. C'est l'heure d'accueillir une femme libre et une femme insoumise. C'est l'heure d'accueillir Alba Ventura. Allez Alba. Bonsoir. C'est l'heure de vous carner, les fameux carnets d'Alba. Mais en fait... c'est la pub. Ouais. Parce que, et après la pub, eh bien, il y aura du sport avec Vikash Dorasso, Florence Portelli et Sandrine Saroche. Mais tout de suite, c'est la pub. Sur le plateau de Zemmour. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Et maintenant, Alba, c'est à vous. Alors, Nicolas Sarkozy a lancé une sacrée mise en garde à Laurent Wauquiez. Il lui a dit qu'il ne fallait pas que le parti devienne une secte. Oui, alors il ne lui a pas dit directement, c'était un peu plus subtil que ça, même venant de Nicolas Sarkozy. En fait, c'était lors d'une visite à Nancy vendredi dernier. Nicolas Sarkozy était venu remettre la Légion d'honneur à son ancienne porte-parole, Valérie Debord. Et alors, dans le discours qu'il a prononcé, il a dit, de manière très sous-entendue, « C'est celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique, c'est une secte, qui ne peut pas défendre ses convictions. » C'est subtil. Je ne suis pas sûre que ce soit du très bon français. C'est de mieux en mieux. Hein. En tout cas, tout le monde a compris que... Oui, c'est pas possible. Non, mais comme quoi, ce n'est pas les nouvelles générations seulement qui sont affectées par la crise de la langue. Non, on se la refait. C'était un mauvais élève. C'est celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique, c'est une secte, qui ne peut pas défendre ses convictions. Les supports c'est Guinou. Non, mais à l'oral, vous êtes méchant. Non, mais à l'oral, c'est... Enfin, un Sarkozy. Et puis, non, mais il a raison. Parce que ça fait belle lurette que Guénaud n'écrit plus les textes de Sarkozy et donc ça se voit. Non, mais c'était déjà le cas. Bien. Mélenchon parle très bien. Et on l'aime en tant qu'orateur. Absolument. Alors, non, c'est le contraire. C'est si tu la vois pas écrite, tu comprends pas ce que c'est. Voilà, c'est ça le problème. Non, je pense qu'à l'oral, tu comprends. C'est seulement si elle est écrite qu'on arrive à voiture et tout. En tout cas, tout le monde a compris qu'il s'agissait de Laurent Wauquiez, que c'était lui qui était visé. Nicolas Sarkozy, qui aime se présenter comme un grand rassembleur, a dit en privé aux jeunes impérialistes
impétrant. C'est au plus fort de tendre la main. La politique est une affaire d'addition, pas de soustraction. Qu'est-ce qu'il est devenu sage, notre Nicolas Sarkozy. Vous savez que Carla Bruni, elle a donné une interview dans un journal cette semaine et elle a raconté que tous les gens de la droite appelaient son mari. Et voulaient son le voir. Raymond, et voulaient le voir. Ouais. Et elle a dit, mon Raymond, c'est le parrain. C'est Don Sarcoleone. Alors, On est mal. Je comprends l'état de la droite maintenant. qu'est-ce qu'il dit, Laurent Wauquiez, de toutes ces mises en garde? Alors Laurent Wauquiez, il dit qu'il a donné des signes d'ouverture, par exemple en recrutant Virginie Calmels, ex-proche d'Alain Juppé, ou par exemple en faisant venir Geoffroy Didier, ex-proche de Valérie Pécresse, passé lui aussi par chez Juppé, sans parler d'Éric Ciotti, qui après avoir soutenu Sarkozy est parti chez Fillon et ensuite a atterri chez Wauquiez. Je fais une parenthèse, mais un élu des Républicains me disait Ciotti va connaître la France de fond en comble. À chaque fois qu'il suit un candidat, il fait le tour de France. Enfin, pour revenir à Wauquiez, l'un de ses amis lui a dit directement tu devrais quand même arrêter avec ce genre de ralliement. Ils ne brillent pas par leur fidélité. Et là, Laurent Wauquiez lui a répondu oui, tu as raison. On a suffisamment de traîtres comme ça. Mais Jean-Luc Mélenchon a aussi tendu la main à Guillaume Pelletier, non, en disant il est souverainiste, qu'il vient discuter avec nous, non? Là encore, D'accord. Là, c'est juste Le truc que j'ai vu, c'est Guillaume si, Pelletier. Non. Guillaume Pelletier, la droite forte. Oui. Non, moi j'ai vu Michel Onfray qui disait du bien de Guillaume Pelletier racontant n'importe quoi sur Jacobin, Girondin. Un jour, il faudra faire une émission vu qu'on ferait. Alors ça, je suis d'accord. On a fait. Et on l'a déjà faite. Est-ce que vous pouvez dire à Michel Onfray que les Girondins étaient des Jacobins au point de départ et que franchement. Des montagnards. On vous enverra Mais on s'est déjà engueulé là-dessus, vous inquiétez pas. Non, mais donc moi j'ai. Robespierriste, vous? Non, mais les Girondins. Il est pire, il est Napoléon Ier, lui. Absolument. Mais Robespierre à cheval, comme disait l'autre. Exactement. Je suis pour Robespierre à cheval. Bah, passons. J'assume. Enfin, il dit, oui, bon. Non, moi je suis jacobin d'abord, on pourra en discuter. Mais Bonaparte était jacobin. Alors, nous ferons une thématique Girondin ou Jacobin. Oui, il y a une grande émission après. Au moins 5 Ah heures. non, mais là, en plus, on va être d'accord. J'avais fait venir Stéphane Bern chez Ah bon, bah, très bien. mais j'en doute pas, mais là c'est intéressant. Mais oui, Parce c'est que intéressant. Quand le président de la République intervient, aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut être girondin, c'est à la mode, c'est fabuleux être girondin. On oublie qu'ils étaient pour l'esclavage, c'était les libéraux de l'époque pour faire la guerre à toute l'Europe. C'est Ils ont été guillotinés quand même. Et alors, c'est pas parce qu'on est guillotiné qu'on a raison. Et les Girondins ont guillotiné. Vous les Mais Robespierre aussi, il a été guillotiné. J'aime mieux Condorcet que Robespierre. Mais Alain Finkielkraut, les Girondins ont déclaré la guerre à l'Europe et ils ont été incapables de la gagner. Et heureusement qu'on a eu les Jacobins pour gagner la guerre. Est-ce que j'ai une Alors, bêtise on va si pas je dis faire que le Condorcet débat. n'a pas été guillotiné? Je crois qu'il meurt en cellule. Il n'est pas guillotiné. Oui, exact. Mais enfin, Oui, il aurait été guillotiné. Il est mort en cellule la veille On de va son faire exécution. Non, mais Condorcet, c'est fabuleux. Vive Condorcet. Le groupe M6. Si. Le groupe M6. C'est extraordinaire. Arrête. Ses mémoires sur l'instruction publique sont un livre merveilleux. C'est le seul Essayez, moi, j'y arrive représentant plus. de la philosophie des Lumières qui ait traversé la Révolution. Et la Révolution, Bien sûr. à travers lui, a exécuté les Lumières. Alors, et le groupe M6, qui est patron des Girondins et plus Girondins de Bordeaux. Voilà. Bravo, Anaïs. Essayez de vous remettre sur le chemin d'Alba. On passe à votre bonus. Mais non, mais parce que moi j'ai des infos de la plus haute importance. Ah bah oui, je n'en doute pas. Vous savez qu'il est interdit de fumer à l'Assemblée. Eh bien, quelle n'a pas été la stupéfaction de Bruno Bonnel, vous savez qui c'est, député de La République En Marche de Villeurbanne, devant le spectacle de Marine Le Pen. Figurez-vous qu'il l'a surprise en train de vapoter en se planquant dans les travées de l'hémicycle, comme une petite lycéenne qui se cache dans les La toilettes. bête immonde est de retour. Ça avait été le monde. C'est un peu nul, ça. De quoi, de vapoter dans les travées ou... Sauf qu'on n'a de pas le venir droit. Non, mais allez chercher Marine Le Pen. Alors, là-dessus, je trouve ça. puisque Oui, il y vous... a d'autres Franchement, le mec, il a pas d'autre chose à dire. Alors là, il Corbière a a fait raison. un RTL en plus minable, Bonnel, là, c'est lui, qu'est-ce qu'il a On raconté va en reparler comme- des trucs importants à dire Non, dans mais- la vie. non, mais là, Moi, je veux dire, Corbière a Marine pas Le tort, Pen, hein. je suis dans le bâtiment, je suis à un étage, elle est au-dessus. Je veux dire, bon, elle a le droit de vapoter. Alors- C'est de la lutte anti-Front Ça National. va, il y en mais a en pour culotte une courte. heure. Il y en a pour une heure de séance de questions à l'Assemblée. Vous pouvez vous abstenir de fumer une heure. Non, mais Là, on il vient a d'entendre pas déjà de vapoter. Une Non, densité, vapoter, ça n'est Albin. pas fumé. Deuxième, je sais même pas si Est-ce elle que l'a fait. vapoter, c'est Et en plus, je c'est pense trompé? qu'elle l'a même fait. Bon, bref. Vapoter, c'est trompé. C'est balance la vapoteuse polémique. maintenant, ça devient. Bon, allez. Allez, c'est le moment du climax de Oh là. l'émission. C'est le moment de la question d'Alba. Alba n'a pas tort. Elle est énorme, celle-là. Et ma question s'adresse à vous, Alexis Corbière. Vous avez peut-être vu que dimanche, lors de l'émission Le Grand Jury sur RTL, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, était l'invité. Il a parlé de son ISF, la réforme de l'ISF. Elle lui a fait économiser la moitié moins en impôts, c'est-à-dire 125 000 € au lieu de 250 000 €. Oui,
Mais alors, pas de réaction de la France insoumise? Vous êtes passé où? On a passé notre temps à dénoncer le fait que la réforme de l'ISF va rapporter, si on fait le calcul, près de 9 milliards. Là, c'est la première fois qu'un patron dit précisément, et qu'on parle d'argent en France, c'est quand même assez rare. Il dit voilà, je payais 250. Totalement corporate. Elle bosse à RTL et elle dit comment vous n'avez pas fait un communiqué après qu'il y a une déclaration sur RTL. Absolument pas. Okay. Absolument pas. Vous vous pressez pour répondre à des trucs. Et là, je me suis dit, mais ils sont où nos amis de la France insoumise? Il y a deux conclusions et vous tirez que peut-être Stéphane Richard était en voie de financement. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un tabou finalement qui a été levé? Est-ce que le discours anti-riche, il n'est pas en train de se banaliser? Non, je crois pas. Mais est-ce que tout le monde a bien entendu ce que je suis en train de dire, au-delà du cas de Stéphane Richard, qu'en plus c'est intéressant qu'il dise ça, c'est que le budget qui est en train d'être voté va rendre de l'argent, mais même pas aux riches. Que les gens, parce qu'il y a des gens, des fois, ils se disent aux ultra-riches, à la poignée, 9 milliards d'euros en tout, c'est colossal, au nom du fait que ils vont les réinvestir dans l'économie. Et en même temps, vous avez le Paradise Paper qui montre que les ultra-riches préfèrent, généralement, même des fois dans un cadre un peu légal, aller vers, pour des raisons d'optimisation fiscale, mettre leur argent non pas dans l'économie. Ah non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Mais ça montre bien. J'ai vu qu'hier, M. Macron, quand il était en banlieue, est vexé à l'idée qu'on l'appelle le président des riches. N'empêche que Coco, il doit accepter l'idée que quand tu prends 5 € à 6,2 millions de Français, les plus modestes, en baissant l'APL, d'accord, en augmentant la CSG qui va faire en sorte qu'un retraité qui touche 1 200 € par mois, à la fin de l'année, il va sans doute payer aux environs de 115 à 150 € en plus. Et que tu rends 9 milliards, c'est un budget politique qui fait des choix. Je veux juste terminer pour vous mettre d'accord tous les deux sur l'histoire de Clémentine Autain, parce que je vous ai écouté, je tenais à le dire. Ils n'étaient pas ensemble sur une affiche, effectivement, mais Clémentine Autain, avec son mouvement Ensemble, a relayé une manifestation dans laquelle était Tariq Ramadan. Oui, c'est ce que j'ai dit à Éric Zemmour. Donc elle n'était pas en meeting. Donc elle n'a jamais fait un meeting, ça n'était pas... Non, elle a relayé une manifestation où était Tariq Ramadan. Et la lumière fut. Mais j'accepte bien, merci Alba. Non, mais Clémentine Autain n'a rien à voir avec les frères musulmans. Non, mais on ne va pas en reparler, c'était juste pour dire la vérité. Mais on n'a jamais dit qu'ils avaient Mais beaucoup de gens qui font la leçon, là, des journalistes qui invitaient Tariq Ramadan à l'époque, d'accord? J'aimerais qu'il... Merci beaucoup, Mais moi, j'ai Alba. débattu avec Tariq Ramadan et j'ai pas honte. Merci beaucoup, Alba. C'était très bien. Moi, je vais faire réplique. Moi, j'ai débattu avec lui plusieurs fois. Merci beaucoup, Alba. On passe maintenant à notre focus. Ne bougez pas. Avant de recevoir Vikash Dorasso, vous voyez ces images sur ces sportifs qui s'engagent. C'était demain un sujet de Dimitri Kefalek. Il est loin, très loin du « je suis très content d'avoir gagné, j'espère faire mieux la prochaine fois », si cher à 90% de ses collègues. Dans le monde du sport où la communication est de plus en plus cadenassée, chaque prise de position détonne, celle de Vikash Dorasso comprise. Domenech avait demandé un buffet halal. Il y a un truc qui cloche, quoi. On est un pays laïque, républicain, à l'école, on ne demande pas une cantine halal. On ne va pas faire un buffet halal dans la République française. Moi, ça me choque. Vikash Dorasso, ancien joueur international français, connaît l'art du contre-pied. En 2007, il soutient publiquement Ségolène Royal, puis François Hollande en 2012. Je vote à gauche depuis toujours. Autour de moi, tout le monde vote à gauche. Entre-temps, il s'est vu confier par Bertrand Delanoë une mission de réflexion sur l'intégration des jeunes de quartiers réputés difficiles. Je ne vois pas l'intérêt d'enlever des allocations et de... Vous allez toujours aller sur le débat sécuritaire. Ouais, vous avez compris que c'est plutôt l'ami de Bertrand Delanoë que le joueur de football qui s'exprime. Moi, je respecte. Non, je ne suis pas ami de... Moi, je ne suis pas parti socialiste. Je suis porte-parole de ma famille politique. Je suis porte-parole de personne. Parmi les sportifs habitués à s'engager, un incontournable, Éric Cantona. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. En 2012, il va même jusqu'à se déclarer candidat à la présidentielle. S'il a 600 signatures, ben voilà, il faudra qu'il nous dise s'il est de droite ou de gauche, mais je crois que ça, c'est assez clair. À vrai dire, il ne recherche pas vraiment des parrainages pour accéder à l'Élysée, mais plutôt une façon spectaculaire de mettre les projecteurs sur le mal-logement. Investi au sein de la fondation l'Abbé Pierre, le King cible aussi les banques. Et s'il y a des millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Chacun son métier, hein. Il y en a qui jouent magnifiquement au football, je ne m'y risquerai pas. Je crois qu'il faut intervenir chacun dans sa compétence. C'est les pantins, quoi. C'est les pantins. Ses idées, Lilian Thuram les exprimait lui déjà lorsqu'il était joueur. Mais depuis sa retraite footballistique, il arpente école et plateau télé pour évoquer une thématique qui lui est chère. Moi, je pense qu'il est très important d'éduquer surtout les enfants
qui pourraient subir le racisme. C'est l'histoire des hommes non blancs, comme c'est l'histoire des femmes. C'est-à-dire que l'histoire vous enferme dans une certaine infériorité. Autre sportif au verbe très haut, Patrice Carteron. Champion du monde de Muay Thai, il est depuis 2015 victime de violentes critiques sur la toile. En cause notamment ses prises de position après les attentats. Le champion de boxe n'hésite pas à aller contre la pensée dominante dans les banlieues. Surtout qu'il connaissait le terroriste Amédi Koulibaly. On cherche à trouver une excuse à ces gens-là, ils n'ont aucune excuse. Rien ne justifie ça, rien ne le justifie. Je suis Charlie. On est dans un pays où on a la chance d'être tous ensemble et de ne pas être en communauté. Notre seule communauté, en fait, c'est la communauté française. Et c'est ça le patriotisme. D'autres anciens sportifs de haut niveau sont allés au bout de leur engagement, devenant députés et même ministres. Alors Vicage Dorasso, à quand le grand saut? Bonsoir, Vicage Dorasso. Bienvenue sur le plateau de Zemmour et Nolo. Prenez place. Bonsoir. Alors, donc, vous êtes un citoyen engagé, vous êtes un grand footballeur international à la retraite. Vous avez fait les belles heures de club français, Bordeaux, Lyon, le PSG. Et puis, vous avez fait partie de l'équipe de France juste après la Coupe du Monde de 98. Alors, à quand le grand saut en politique comme David Douillet? C'est pas prévu pour l'instant. Ah bon? Non, mais moi je suis insoumis, donc... Vous êtes insoumis en 2 mots ou insoumis Non, je suis insoumis en un seul mot. Ouais. Donc, vous votiez socialiste, vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon. Ah, j'ai voté socialiste parce que c'était le candidat Royal Hollande de gauche. Et puis en 2002, j'avais pas voté Jospin parce que je pensais voter Jospin au 2e tour. Et on ne l'a pas eu au 2e tour. Donc j'ai plus pris ce risque à partir de ce moment-là. Et cette fois-ci, j'ai voté directement insoumis. Voilà. Et j'étais bien content de voir Mélenchon faire un très beau score et on n'a pas été très loin. C'est l'heure de l'interro de Nolo. Eh oui. L'interro de Nolo, mais avant de poser la question qui tue, d'abord un mot sur votre livre. Moi, je suis très amateur de livres sur le football et ça, c'est un très très bon livre sur le football parce que vous accomplissez un triple exploit. Vous parlez avec autant de justesse du football amateur dans lequel on va tous se reconnaître parce qu'il faut qu'il y ait des millions, il faut qu'il y ait des millions de joueurs du dimanche comme nous pour qu'il y ait des champions comme vous. Vous parlez très très bien du football professionnel avec un regard très très personnel et vous parlez très bien de vous-même qui êtes un personnage très à part dans le football national et international. Anaïs parlait de votre carrière en France, vous avez joué aussi en Italie, vous avez essayé même de finir votre carrière en Angleterre, vous racontez ça. La deuxième chose qui est assez déroutante même, c'est que vous parlez de tout avec une franchise extraordinaire quand vous vous définissez comme le roi de la simulation, par exemple, ou vous dites en revenant d'Italie que la créatine, ça faisait partie, donc le dopage faisait partie un peu du... Non, la créatine n'est pas du dopage. Oui, voilà, c'est ça. On comprend pourquoi ils reviennent un peu costauds. Non, la créatine, c'est un produit autorisé, et même en France, mais il n'est pas autorisé à l'achat. Mais il est autorisé à la consommation. C'est intéressant souvent, comme distinction. C'est vrai, c'est pas dans le truc du dopage, non? Non, pas du tout. Ah bon, bonne rectification. Puis après, des passages très étranges. J'allais quand même pas dire tout ce que j'ai pris pour me doper. Non, je sais, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et par exemple, vous racontez que Domenech, par exemple, un jour vous oblige à jouer alors que vous êtes blessé et pas en état de le faire. Ah donc, oui, ça, c'est terrible. Il n'y a pas de... Il m'oblige pas, c'est que... Il me dit de jouer. Non, il me dit rien. Il me regarde, en fait, je lui dis j'ai mal, il me regarde, il me fait démerde-toi, quoi. Mais c'est parce qu'il sait que je vais le faire, il sait que je suis capable de le faire. Et ça va contrebalancer le moment où il sent qu'en fait, cette fois-là, je ne peux pas jouer blessé. Il sent que j'y suis plus. Pour moi, c'est une grande fierté que Raymond Domenech ne me dise pas attends, t'es blessé. Non, nous, les joueurs de foot, on doit jouer avec la blessure. On s'est intégré, ça fait partie de. C'est rare que les footballeurs évoquent ce genre de choses. Parce que j'étais sensible à ça. On pense que footballeur, c'est que gagner de l'argent, passer à la télé, kiffer, avoir des belles voitures. Non, c'est un vrai métier, dur, pas facile. Et c'est difficile de pouvoir le dire parce qu'en fait, il y a des gens aussi qui sont maçons, qui sont plombiers, et que pour eux, c'est très dur. Mais nous, c'est très dur, mais on gagne beaucoup d'argent et on doit la fermer. Donc, très bon livre, très... C'est bien résumé. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais très grande franchise. On est quand même payé pour se faire insulter dans la rue et puis rien dire. C'est vrai, vous en parlez aussi. C'est un peu ça. Quelques anecdotes qui tuent, de Lanoé qui visite les joueurs du Paris Saint-Germain, qui vous demande si vous parlez français, parce qu'apparemment, il a associé la couleur de peau au fait d'être étranger, donc c'est un peu bizarre. Mais il est de gauche, tu comprends rien. Mais j'en viens à ma question. C'est méchant. Cher Dorasso. J'en viens à ma question. Je voudrais mettre, le bruit sur le plateau aura cessé évidemment, je souhaiterais mettre en regard cet extrait de votre livre. Voilà ce que vous écrivez en page 102. « Je suis français et j'aime la France,
J'aime la France parce que je suis français, j'aime la langue française, je bouffe français, j'aime défendre la France quand on l'attaque, et je voudrais la comparer avec cette phrase de Cantona qui date de lundi, c'est très frais. Voilà ce que déclare Cantona. « Je ne me sens pas français, j'ai habité en Angleterre, en Espagne, j'habite aujourd'hui au Portugal, demain ailleurs. » Donc le choc des deux phrases fait assez mal, et je voudrais savoir ce que ça vous inspire. Ah bah, il a le droit de dire ça, et moi j'ai le droit de dire ce que j'ai dit. Mais ces deux internationaux qui ont porté les couleurs de la France. En tout cas, être international et être joueur de l'équipe de France, ça n'a jamais été pour moi être français ou être plus français ou représenter la nation. Voilà, c'était que pour moi, jouer en équipe de France, c'était être avec les meilleurs et jouer contre les meilleurs. Et c'était vraiment là encore plus les meilleurs, parce que dans ma carrière en club, j'ai déjà joué avec et contre les meilleurs. Mais là, ça représentait ça. Et dans mon imaginaire, c'était ça. Et puis quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que quand la Marseillaise arrivait, c'était quelque chose, quoi. Et c'est jouer pour son pays. Et la pression, elle est vraiment très, très forte. Et je dis ça parce qu'aussi, mon père est français. Il a payé ses impôts. Il est toujours vivant. Il est très perché. Il a beaucoup d'amiante. On lui a filé 5000 balles. Il ne parle pas français. Il ne bouffe pas français. Il n'a pas d'amis français. Et il est français. Et un jour, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, dans ces moments de lucidité qui sont très rares, il m'a dit, tu sais, on dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Moi, j'aurais bien aimé travailler moins pour gagner plus. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi je suis là, au fait ? Il est vraiment perché, mon père, je vous assure. Et après, il m'a dit, ah non, pour vous, c'était bien. Mais c'est ce que j'allais vous dire. En fait, vous dites, il a fait un pari formidable et il a gagné. Et pour vous, ça a été une chance incroyable d'être français et d'être en France. Il est fier et heureux d'être en France, mais il travaillait comme ouvrier sur un chantier naval. Jamais dit le contraire. Voilà. Et c'est le sort de beaucoup de gens. Voilà. Et de beaucoup de footballeurs d'ailleurs. Dont le père, c'est l'histoire de Raymond Coppa. Son père était à la mine dans le Nord, etc. Et voilà, donc. Mais comme ce que je veux dire dans tout ça, c'est que moi, les symboles de la France, la Marseillaise, le drapeau, la Marianne, etc. Ok, pourquoi pas. Mais on peut être français de plein de manières. Et c'est difficile de juger. Et il est où le curseur ? Oui, mais moi, Laura Flessel, aujourd'hui, il faut chercher la Marseillaise. On a la phrase de Cantona, moi, elle me choque. Oui, mais elle me choque. Il finit par dire « je viens de l'univers ». Donc lui aussi, il faut aussi remettre ça dans le contexte. Cantona, quand il joue en France, il est à un moment banni de la France et il va réussir, faire sa carrière en Angleterre. Donc il découvre un pays et voilà, il est adopté par ce pays quand même. Alain Finkielkraut. Moi, je l'ai entendu dire des trucs dans le bouquin. Il disait, en dernière analyse, être français, c'est être révolutionnaire. J'avais trouvé la phrase assez belle quand même. Ça, c'est normal que ça vous plaise. Non, mais je veux dire, il rappelait de quelle manière justement. C'est vraiment l'internationalisme dévoyé. Ah oui, non, pas du tout. Être français, c'est être le continuateur de quand même la promesse républicaine de liberté, égalité, fraternité. Je me suis rendu compte que j'aimais encore plus la France quand j'ai joué en Italie. Pas forcément. Parce que là, pour le coup, oui, d'accord. Quand j'ai joué en Italie, j'ai vraiment défendu la France, quoi, parce que on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu bouffes, Vikash, parce qu'ils me pensaient que moi j'étais un Indien et je bouffais du cheese naan. Et je leur ai dit, mais non, mais moi je bouffe des pâtes avec de la viande, sauf que je mange les pâtes avec la viande. Donc j'ai appris que c'était mieux de le faire séparément. Alain Finkielkraut, allez. Écoutez, je me souviens que Cantona a accusé Didier Deschamps de racisme pour n'avoir pas sélectionné Benzema, et il s'est interrogé sur son nom. Il dit que ce nom sonnait trop français, justement, et qu'à cet égard, il était suspect. Alors, Vikash Dorasso, vous êtes libéral et vous pensez qu'il a le droit de le dire, bien sûr. La libre expression doit être protégée, mais ce dévoiement de l'antiracisme, cette vision, ce mépris de la France au sens généalogique du terme, me semble aujourd'hui très inquiétant. Moi, j'ai un nom qui a été considéré longtemps comme un nom à coucher dehors. Oui, bon. Ce n'est plus le cas, mais c'était un peu compliqué au départ. Et je n'ai aucun mépris pour les Français d'origine française, qu'on n'a plus le droit d'appeler les Français de souche. Vous dites votre allégeance à la France insoumise. Moi, je voudrais aussi qu'il y ait place pour une France héritière. C'est-à-dire pour une France qui assume son héritage. Il n'y a pas que la Marseillaise, il y a aussi un patrimoine littéraire, etc. Ouais. Il y a tout ça. Et je pense que c'est très important et que nous sommes comptables tous de cet héritage. Et le mépris
pour la continuité française et telle qu'elle peut se marquer dans un certain nombre de noms, me semble complètement stupide, suicidaire et inquiétant. L'héritage, c'est quand même le compte en banque qu'on transmet de génération en génération. Pas seulement, Dorasso. On est au temps des rois, on a un pays, on transmet l'argent, on transmet le patrimoine, on transmet... Mais il n'y a aucune mixité sociale, ça n'existe pas. C'est pas vrai. On est un pays de caste et on est un pays endogame. C'est-à-dire quelqu'un qui habite à Sarcelles ne se mariera jamais avec quelqu'un qui habite à Saint-Germain-des-Prés, ça n'arrive pas. Ne confondez pas le mariage avec le reste. Et deuxièmement, ça veut dire que la mixité sociale n'existe pas. Et deuxièmement, s'il y a un pays... Par contre, le métissage, oui. Et s'il y a un pays où il y a du même milieu social que le mien. Comparer ce qui est comparable. Il y a toujours des différences sociales. Mais par rapport à l'Inde, on parlait de l'Inde tout à l'heure, vous parliez de l'Inde. C'est assumé par au moins rapport la de l'Angleterre, ou même de l'Angleterre, il y a beaucoup plus de mélange social et beaucoup moins de différences sociales en France que dans ces pays-là. Je suis pas d'accord. Et l'héritage, on n'hérite pas que de l'argent, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas hérité d'argent. Les droits de succession, c'est génial. Et alors, ça existe dans tous les pays. Mais c'est vous le plus riche ici de nous tous. Vous inquiétez pas. Vous parlez d'argent, vous êtes le plus riche de nous tous ici. Moi, s'il y a une loi qui dit qu'on doit tout donner et on repart dans le pot commun, je le fais, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Non, mais c'est pas ça que raconte le livre de Vikash Dorasso. Il y a une formule qui est, je trouve, foudroyante. Il écrit « Certains blanchissent l'argent, l'argent m'a blanchi ». Pour les gens comme Vikash Dorasso, oui. Non, je me demande complètement si c'est moi qui ai écrit ce livre à un moment. Non, mais ce qu'il veut expliquer, c'est que il peut faire tous les serments, les déclarations, je suis français, j'aime la France. En fait, il est devenu français quand il a eu de l'argent. Mais c'est pas vous allez dans son sens. Il raconte. Vous racontez, Vikash, que le dernier match, laisse-moi finir, que le dernier match que vous jouez pour Le Havre, je ne dis pas ça, Eric. Je ne dis pas complètement. Je dis que, par exemple, un exemple très simple, je ne rentrais pas en boîte de nuit. Voilà. Le jour où je suis devenu footballeur, je rentre en boîte de nuit. Mais alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la France. Les chèques arabes, ils rentrent en boîte de nuit sans problème parce qu'ils sont riches. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec ce que Eric vient de dire. De quoi on parle. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Vous dites la même chose. Mais non, pas du tout. Lui, il dit les Français parce qu'il est devenu riche. C'est faux. Deuxième exemple. Alors, Nolo a mal traduit. Non. Deuxième exemple. Vous faites ramasser. Il n'y avait plus de discrimination. C'est pas une question de blancheur. Vous avez parfois l'obsession du port du voile, et on peut en discuter, mais sur les Champs-Élysées, ça gêne personne. Moi, ça me gêne. Que le chef. Ah, oui, d'accord. Moi, ça me gêne. Mais j'ai jamais vu la police interpeller. Ils ont tort. Lorsque les Je vous signale qu'en banlieue non plus, ils n'interpellent pas. Ils ont des ordres. Eric, deuxième exemple. Vikash, vous racontez qu'un jour vous vous faites ramasser dans la rue par les flics. Les flics vous traitent d'abord comme quelqu'un de couleur et ensuite comme Vikash Dorasso. Ils vous reconnaissent et c'est fini. Donc en fait, oui. Mais le problème c'est que. Et alors on peut dire à Zemmour qu'il arrête ses provocations. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est honteux, monsieur. Non, monsieur. Non, c'est pas honteux. Non, monsieur. C'est pas honteux. Il y a des statistiques. Je suis désolé. Non, mais et alors, ce qu'il vous décrit, j'ai pas lu le bouquin, mais c'est moi je l'ai lu. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais il vous décrit la situation qu'un citoyen français se fait éventuellement maltraité par des policiers. Maltraité, il est contrôlé. Non, c'est pas. Et d'un seul coup, quand on réalise que c'est une star du football, etc., c'est plus la même chose. Et moi, je suis pas d'accord. Ah bon, d'accord, très bien. Il est tout à fait normal. Il y a beaucoup de Français chez qui ça dans la rue par les flics. Non, mais il est délirant. Soudainement, sont super gentils avec moi parce que je suis un joueur de foot. Ceux qui se font maltraiter, ce sont les flics. Oui, d'accord. Voilà. La situation aujourd'hui, c'est ça. Ce sont les flics qui sont maltraités dans les banlieues et ce n'est pas les flics qui maltraitent. C'est un autre débat. Oui, attendez, messieurs, j'ai un cadeau pour M. Finkielkraut. Je voudrais lui offrir le livre de Caroline Langlade, Sortie de secours, qui raconte le Bataclan et l'après-Bataclan. Alors le Bataclan, parce qu'elle est restée enfermée dans une loge avec plusieurs dizaines de personnes pendant des heures, alors qu'il y avait un des assaillants de l'autre côté de la porte. Et l'après-Bataclan, parce qu'elle en a gardé des séquelles évidemment psychiques et physique, et qu'elle a créé une association, Life for Paris, où elle s'occupe de porter secours à toutes les autres victimes. Elle raconte ça, je trouve, de manière très inspirée. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. Et pourquoi en anglais, Nolo ? Alors, tu lui demanderas, moi je ne suis pas sa porte-parole. Avant de nous quitter, vous avez droit à un petit mot de conclusion. C'est-à-dire sur à quel sujet ? Sur ce que vous voulez. Un mot sur de cette émission. Écoutez, là, vous alors attendez, complètement au dépourvu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Moi, je voulais juste dire un mot sur et après comme ça, sur le fait que c'est... Bon, Vikash notamment, non seulement est quelqu'un humainement très très attachant et très intéressant, et moi j'aime bien quand des footballeurs démontrent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont un point de vue sur la société. C'est important parce qu'ils sont des émetteurs et les jeunes les considèrent souvent comme des symboles à tort. D'ailleurs, je trouve qu'on fait supporter aux sportifs des choses. Il faudrait quasiment que ce soit l'exemple du patriotisme, etc. Non, mais ça, c'est vrai. Mais je suis parfois, moi, un peu déçu
qu'ils n'ont pas de parole. Il y a certains pays, en Italie, en Argentine, où l'équipe nationale argentine prenait position contre la privatisation, par exemple, des compagnies aériennes et tout. En France, franchement, il n'y a plus de politique, à la différence des années 70, où on s'interrogeait sur est-ce que l'équipe de France, je pense à Rocheteau, qui ne voulait pas aller en 78 en Argentine parce que c'était une dictature. Tout ça, c'est fini, c'est mitridatisé, etc. Il n'y a que le pognon et tout. Et vous avez des types comme lui, après on peut être d'accord, pas d'accord, mais les types ont un point de vue. En vérité, tu te dis, non seulement le gars, c'était un immense artiste du ballon, mais il en a sous le cheveu et ça fait plaisir. J'invite à lire son bouquin. C'est pas le seul sans doute, mais j'invite les sportifs à parler un peu. Pas seulement pour nous dire des trucs de com, mais un point de vue. Vicage Dorasso au seuil, Alain Finkielkraut. Alors moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir le public français se réconcilier peu à peu avec l'équipe de France. Parce qu'il y avait une bouderie, une fâcherie, assez explicable d'ailleurs. Les Français ne se reconnaissaient plus dans leur équipe. Je crois que ce n'est plus le cas et c'est tant mieux. Il ne faut pas accorder au sport une trop grande importance. Ouais. Pas parce qu'elle était black. Non, mais il ne dit pas ça. Parce qu'elle restait dans le bus. Parce qu'elle restait dans le bus. Non, ça date de là. Soyons honnêtes. Mais bien sûr. Bien entendu. C'était dû. Je vous remercie de cette peau de banane. Je vois que la France insoumise, qui proteste contre les critiques dont elle est l'objet, ne s'abstient pas elle-même de certains coups bas. Mais cher Alain, j'ai le droit de dire que par moments vous avez dit des choses intéressantes que je lis et de considérer aussi que je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui, mais enfin, ça n'est pas vous manquer de respect. Si. Ah bon, c'est vous manquer de respect, donc il faut que je dise tout ce que dit M. Finkielkraut. Mais en l'occurrence, moi j'avais trouvé que sur cette histoire d'équipe de France, franchement, moi j'ai commencé quand j'étais étudiant à lire La défaite de la pensée, ouvrage que j'avais beaucoup apprécié. Mais là j'avais trouvé que c'était une question de football. Est-ce que le seul footballeur ici peut répondre? J'en étais sûr, mais donc je trouve que si les Français étaient fâchés avec leur propre équipe, ça date en effet de l'affaire du bus, c'est fini aujourd'hui, une page est tournée, je ne crois pas qu'il faille accorder au sport plus d'importance qu'il n'en a, mais je suis heureux d'être témoin moi-même, qui aime le football, de cette réconciliation. C'est tout ce que je voulais dire. Vicage Dorasso. Moi, je pense que justement, la France devrait se dire, tiens, le foot, c'est quelque chose, et mettre le paquet donc, sur l'éducation, la recherche, sur le sport. Jouer au foot, moi j'ai une association qui s'appelle Tatane, on joue au foot et on fait des choses formidables. Le foot, c'est du lien social, c'est du vivre ensemble, et ça coûte 0 francs. Je comprends pourquoi vous votez France Insoumise. Bien. Vraiment le baratin de vivre ensemble. C'est vrai, on le fait. Mais c'est pas vrai. Le foot, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le foot dans les banlieues, c'est devenu maintenant le nid au baston et à l'intolérance totale. Mais ça marche pas parce qu'en fait la société française marche plus. Non. La société française, elle marche. Non. Il y a des gens qui ne veulent plus être français. C'est pas pareil. Vicage, vous restez avec nous. La France peut-être ne les veut plus. Messieurs, Alexis Corbière et Alain Finkielkraut, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Sauf si vous voulez rester. Le foot me porte malheur. C'est l'heure maintenant. Expulsé la dernière minute. C'est l'heure maintenant de notre invité politique. Ah, nous, on n'était pas invité politique. Une femme. Vous restez tranquille. Non, mais quittez pas, partez pas tout de suite. Vous congédiez pas comme une bonne sans place. On est quand même là. Je vais directement vestiaire. Avant de recevoir Florence Portelli, regardez, ça chauffe entre les 3 derniers candidats en lice pour les élections du président LR. Je rappelle qu'il s'agit de Maëlle de Calan, Laurent Wauquiez et Florence Portelli, sont choisis.